Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Le succès est indéniable. Le modèle d'intelligence économique israélien est mondialement reconnu. Mais sur quoi repose cette réussite? Une formation de pointe, une circulation de l'information, un partage des connaissances, le tout au service d'un réseau très dense de start-up qui n'a d'équivalence que dans la célèbre Silicon Valley californienne. Mais pas seulement. Ce succès s'appuie aussi sur un intervenant peu conventionnel. Il s'agit de l'armée israélienne. Tsahal incite en effet ses soldats à lancer des entreprises dans les nouvelles technologies. Et ça marche. Du coup, ce modèle attire. Nous avons suivi en mai dernier une délégation d'entreprises et d'universitaires français en visite à l'Institut israélien des technologies d'Haïfa, fer de lance de cette Startup Nation. Un reportage de Sonia de la Forterie. Intel, Microsoft, IBM, toute l'industrie digitale du monde réunie. Pourtant, nous ne sommes pas en Californie, mais à Haïfa, dans le nord d'Israël, au cœur de la petite sœur de la célèbre Silicon Valley. De nombreuses multinationales y ont créé des laboratoires de recherche et développement. C'est le cas de Yahoo, installé ici pour la qualité de vie, mais pas seulement. Israël est un petit État et Haïfa est encore plus petit. Et on a vraiment et la montagne, le Mont Carmel, la mer, une super université, plein d'étudiants dans un mouchoir de poche. Un mouchoir de poche bien placé. À 2 pas des grandes entreprises se trouve le Technion, l'Institut de technologie israélien. Un réservoir infini d'ingénieurs, de la matière grise à foison au service de l'entrepreneuriat. Nos étudiants sont vraiment compétents et ils ont faim de réussite. Les deux ensemble apportent beaucoup d'innovation. Le secret de cette réussite ne vient pas seulement du cerveau des étudiants. Tsahal, l'armée israélienne, apporte un sérieux coup de pouce aux futurs entrepreneurs. En Israël, le service militaire est obligatoire à partir de 18 ans, 2 ans pour les femmes, 3 ans pour les hommes. Autant d'années qui ne servent pas qu'à défendre le pays, mais aussi à travailler sur des nouvelles technologies. Sahar est en 3e année d'ingénierie et management au Technion. Il développe des robots autonomes. L'armée lui a permis d'accéder plus facilement aux études supérieures. J'étais dans les corps d'armée. Et si vous prenez des risques dans l'armée, si vous vous battez ou si vous êtes sur le champ de bataille, eh bien vous pouvez avoir une bourse. Tsahal pousse les soldats israéliens à innover. Résultat, pour les startups, l'État hébreu est une terre promise. Il y en aurait 5000 dans tout le pays. Israël, c'est 7,5 millions d'habitants et autant, voire plus d'entreprises cotées en bourse que l'Europe tout entière. L'armée nous aide, sans aucun doute. Dans le secteur des sciences de la vie, nous avons une entreprise qui s'appelle Given Imaging. Elle a développé une pilule qui prend des images de l'appareil digestif. Et quand vous y réfléchissez, ce que vous avalez est un missile. Un tout petit missile, mais quand même un missile. Un missile? Ici, le vocabulaire militaire se marie facilement avec celui du business. Ce n'est donc pas un hasard si certaines technologies de l'armée passent dans le civil. C'est un modèle extrêmement dynamique sur lequel l'armée Tsahal a une certaine influence, puisque l'armée est là, elle est très très présente, mais c'est l'armée du high-tech, l'armée d'investissement pour créer de la matière grise. Israël veut booster son économie aussi pour des raisons sécuritaires. Daniel Rouache appelle cela le bouclier technologique de l'innovation. Le bouclier, c'est une manière de protéger le pays, mais en allant de l'avant sur la partie technologique. C'est-à-dire pour protéger Israël sur son futur, il faut avoir une capacité en matière de science, de technologie et de savoir-faire qui doit être suffisante pour pouvoir ne pas être dépassé par des opposants, des ennemis. L'ennemi, là encore, le discours est très guerrier. Mais fait-il peur aux entreprises étrangères? Pas du tout. Les membres de cette délégation d'entreprises et de grandes écoles françaises venues visiter le Technion espèrent tous nouer des liens avec la high-tech israélienne. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de risques de faire du business avec ce pays, sachant que de toute façon, c'est sur le domaine scientifique, en tout cas pour ce qui me concerne, et le business n'est pas exclusif, il y a plein de choses à faire. Les domaines de compétences ne manquent pas dans cette nation start-up qui veut assurer sa suprématie par la technologie. Aujourd'hui, Israël consacre 4,3% de son PIB en recherche et développement, bien plus que la moyenne mondiale.
Bien avec moi sur ce plateau, Alain Juillet, bonjour. Vous Bonjour. êtes directeur des clubs de directeurs de sécurité d'entreprise, le CDSE, président. Vous avez été haut responsable à l'intelligence économique. Vous connaissez l'ensemble des modèles d'intelligence économique nationaux. Qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Est-ce qu'il vous fait rêver? Je crois, il est fait à la fois rêver et d'un autre côté aussi, il est tellement différent de ce qu'on peut faire que c'est quelque chose d'autre en définitive. Parce que nous serions incapables de faire quelque chose comme ça dans notre pays. D'une part, comme ça a été rappelé dans cette émission, parce que nous avons supprimé les services militaires, donc on n'a plus de ce moyen formidable qu'ils ont trouvé, ça c'est exact, à travers l'armée, de faire progresser des jeunes et de les lancer dans cette politique d'innovation. Donc ça, c'est quand même quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Mais il y a d'autres aspects, si vous voulez, qui me paraissent aussi très importants. Le premier, c'est que il ne faut pas oublier que Israël est une nation jeune. Et c'est une nation qui aussi vit environnée de ce qu'elle considère comme des ennemis. À partir de ce moment-là, il y a une volonté permanente d'être à la tête de ce qui se fait de mieux au niveau de la sécurité. Il faut toujours revenir au problème de sécurité. Et à partir de là, donc, de développer des technologies qui permettent d'avoir une meilleure sécurité que les autres. Donc le contexte est très important, c'est-à-dire guerre israélo-palestinienne. Exactement. C'est indiscutable, si vous voulez, qu'aujourd'hui, ça joue un rôle. Les militaires ne se sont pas mis uniquement à développer des start-up pour le plaisir. C'est pour pousser ces jeunes, qui sont souvent très très bien formés dans les universités ou dans les écoles, à développer des techniques qui vont être utilisées par l'armée. Et l'avantage que vont avoir ces start-up, c'est qu'en définitive, à travers l'armée, ou les essais qu'elles vont pouvoir faire en direct dans l'armée, elles vont pouvoir ensuite se servir des résultats de ces essais pour vendre ailleurs leurs techniques en disant « nous savons que ça marche puisqu'on l'a essayé chez nous ». Alors je vous parlais de l'armée, mais derrière, une fois que vous avez mis au point des modèles qui servent au niveau des militaires, ou de la police d'ailleurs, eh bien à côté, ça va être avec des modifications, ça va être adapté à des quantités d'autres choses. Et c'est l'explication du succès de ces start-up israéliennes. C'est quand même le 3e pays au monde au niveau start-up après les Américains et les Chinois. Il ne faut quand même pas l'oublier. Sans prendre le modèle dans son entièreté, est-ce qu'on peut y prendre des idées? C'est-à-dire quand même ce lien entre l'armée et ces jeunes, le fait que, ayant fait un passage dans l'armée, on est soutenu par l'armée pour lancer son entreprise, c'est quand même intéressant, non? Ah ben oui, mais non seulement c'est intéressant, mais c'est efficace. C'est une idée qu'on peut piquer. Oui, mais comme je vous dis, nous on a un problème parce que l'armée aujourd'hui n'est pas conçue, notre armée n'est pas conçue comme ça. Comme ça a été rappelé, l'armée israélienne, tous les garçons et toutes les filles doivent faire un temps de service militaire de 2 ou 3 ans, enfin 2 ans pour les femmes et de 3 ans pour les hommes, bon, durant lesquels, comme quelqu'un l'a rappelé, je crois, pendant cette émission, ils doivent se comporter en vrais soldats, et c'est une fois qu'ils ont, au lieu d'avoir des décorations, ils ont aussi des décorations, mais au-delà des décorations, on va leur dire, écoute, tu vas avoir des bourses pour progresser. En définitive, l'armée sélectionne les meilleurs, les plus courageux, les plus travailleurs, les mieux organisés, et c'est cela qu'il va pousser à travers, donc, c'est la création de start-up qui vont être en partie financées par l'armée. Et il y a un autre point, d'ailleurs, qui n'a pas été évoqué, mais qui me paraît important, c'est que ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la boucle se ferme quand ces start-up ont démarré et commencent à vendre leurs produits à l'étranger. Beaucoup d'entre elles ont comme commerciaux d'anciens militaires. Donc on voit bien que c'est tout un système c'est très intéressant. Et alors dans ce contexte-là, il y a les deux pans de l'intelligence économique, le défensif et aussi l'offensif. Absolument. Et c'est ce qui manque beaucoup à d'autres nations, l'offensif. Bien sûr, parce que eux, justement, du fait de leur problématique, je dirais géopolitique, ils ont un besoin d'activité offensive et d'activité défensive. Donc, ils poussent leurs start-up à développer des concepts ou des techniques, de nouvelles technologies ou de nouvelles idées qui vont leur permettre, d'un côté et de l'autre, de pouvoir agir. Et donc, ça aussi, c'est très intéressant, parce que comme je vous le disais, d'un côté, on va pouvoir tester en vraie grandeur les nouvelles inventions, les nouvelles innovations. On va pouvoir les perfectionner, on va pouvoir les améliorer. Mais d'un autre côté aussi, ça permet d'accepter une part de risque, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que les start-up israéliennes, il y en a des quantités, mais elles réussissent, c'est parfait. Elles réussissent pas, c'est pas grave.
Parce que l'investissement en recherche et développement est tellement important en Israël grâce au financement israélien, mais grâce aussi au financement, il ne faut pas l'oublier, de l'extérieur, de la diaspora, parce que ça vient de partout, l'argent vient de partout, pas seulement des États-Unis. L'argent vient de partout pour développer la recherche et développement. Ils ont donc les moyens et ils prennent des risques. Chose qui est chez nous et ne se fait pratiquement pas, puisque nous, on est dans le pays du principe de précaution. Donc, on est exactement à l'opposé. Alors, vous voyagez beaucoup, Alain Juillet. Oui. Est-ce que vous retrouvez ces startups sur les marchés internationaux? Ah oui. Oui, on les trouve parce que beaucoup de startups sont extrêmement innovantes et très rapidement, sur des marches, sur des niches, comme on dit, sur des niches, arrivent à complètement se positionner comme le leader ou un des leaders du marché mondial. On les voit arriver dans des domaines très, très différents. Mais pas seulement sur le militaire. Non, mais dans tous les domaines, si vous voulez. Parce que, justement, ils développent de nouvelles idées et derrière, ils vont les utiliser. Il y a eu dans l'émission, vous avez montré à un moment des robots qui marchent tout seuls, qui sont autonomes. Bon. Il y a très peu de pays dans le monde qui font de la robotisation autonome comme ça. Et vous avez les Japonais, vous avez les Américains, les Chinois, et puis vous les avez. Alors nous, on en fait un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec cet engouement qui a été poussé au départ. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de robots au niveau militaire pour remplacer les hommes dans des endroits où il y avait trop de risques. D'où leur présence dans les drones aussi. Les deux grands pays, Amérique, États-Unis, Israël. Israël, sur le plan des drones, et le domaine, vraiment c'est leur domaine, mais ils l'ont développé pour des raisons purement militaires. Mais aujourd'hui, ces drones, ça va depuis les jouets des enfants, qui sont vendus pour Noël, on commande avec un smartphone, ça va jusqu'à des engins de combat. Donc il y a toute une gamme qui s'est faite, et ils maîtrisent la situation mieux que beaucoup d'autres. Donc on est bel et bien dans un système tout à fait exceptionnel. C'est pourquoi je vous dis, je crois qu'il n'est pas copiable, mais qui est redoutablement efficace. Merci beaucoup Alain Juillet pour cet éclairage. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue. Au revoir.